Donald Trump a essentiellement été contraint de dire qu'il allait verser un dividende de $2000 à chaque Américain éligible, car son taux d'approbation aux États-Unis, alors qu'il s'amuse à jongler avec le reste du monde, essayant de déterminer combien de droits de douane imposés et de quelle ampleur, est tombé à environ 40% dans la plupart des sondages. Et il a eu quelques mots bien sentis à l'égard des démocrates, déclarant publiquement « Les gens sont des imbéciles. Nous sommes désormais le pays le plus riche et le plus respecté du monde. Les gens sont des imbéciles de rejeter les droits de douane. Le marché boursier atteint des sommets historiques. Les 401 Co. n'ont jamais été aussi élevés. Et des milliers de milliards de dollars commenceront bientôt à rembourser cette énorme dette nationale de 37 000 milliards de dollars, tout en finançant un dividende d'au moins $2000 par personne en investissant dans l'Amérique. Investing in America, $20 trillion. 20 000 milliards de dollars. Aucun pays n'a jamais fait quoi que ce soit d'aussi proche de cela. Même pas une fraction. Biden a fait moins d'1 millier de milliards en 4 ans. Moi, j'ai fait 20 000 milliards. Nous allons dépasser 17 000 milliards en 8 mois. Quand nous aurons terminé, nous pourrions dépasser les 20 000 milliards. En Chine, où que vous alliez, il n'y a jamais eu rien de tel. Nous construisons quelque chose d'incroyable. Et une grande partie de cela vient des droits de douane, parce qu'ils ne veulent pas avoir à les payer. C'est tellement insoutenable qu'ils viennent ici pour construire les produits pharmaceutiques, les puces, toutes ces choses. Ils viennent aux États-Unis pour les fabriquer. C'est un miracle, ce qui se passe. Nous construisons le plus grand pays du monde. Ce dividende de $2000 qu'il a dû annoncer semble être une mesure très aléatoire, presque désespérée. Une grande partie de ce qu'il dit n'a aucun contexte, ni aucune preuve, quant à la manière dont toutes ces entreprises reviendraient soi-disant pour construire ici. À mon avis, les tarifs douaniers étaient principalement une arme de politique étrangère, et maintenant on les justifie comme un sauveur des États-Unis. Et comme le dirait Scott Besson, il s'agit de sécurité nationale. Trump ment constamment. C'est fou, c'est pathologique. Je veux dire, évidemment, à peu près tous les politiciens américains mentent. Les démocrates mentent aussi. Mais dans le cas de Trump, c'est tout simplement choquant. Il n'a aucun rapport avec la réalité. Cela illustre vraiment l'idée que la stratégie consiste simplement à répéter un mensonge tellement de fois que les gens finissent par y croire. Et tout ce que Trump a dit là dans ce tweet ou ce message sur son site web est complètement faux. Tout est faux. D'abord, l'inflation augmente, selon les données du gouvernement américain, des données officielles. Elle ne baisse pas. Il a dit qu'il n'y avait pas d'inflation. Il n'a même pas dit que l'inflation baissait, il a dit qu'il n'y en avait pas, ce qui est objectivement faux. C'est fou. Deuxièmement, il affirme que tout cet argent provient des droits de douane et qu'il servira à rembourser la dette. C'est exactement le contraire qui se produit. Nous pouvons avoir une discussion plus complexe sur la dette. Je ne pense pas que la dette publique américaine soit la fin du monde. C'est une question nuancée. Mais il augmente massivement la dette publique américaine tout en prétendant le contraire. C'est faux. Une partie des recettes provient des droits de douane, qui constituent une forme d'imposition régressive pesant sur les Américains de la classe ouvrière. Ce sont eux qui paient ces droits de douane. Trump a constamment répété un autre mensonge, affirmant que d'autres pays payent les droits de douane. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Ce sont les importateurs américains qui payent les droits de douane. Et selon Goldman Sachs, la majeure partie du coût de ces droits de douane s'est traduite par des hausses de prix, ce qui signifie que les consommateurs américains, les travailleurs ordinaires, paient la majorité de ces droits. Cela veut dire que l'argent que le gouvernement perçoit grâce aux droits de douane provient des consommateurs,
des Américains de la classe ouvrière. Ce sont eux qui paient les droits de douane. Trump affirme que cet argent sert à rembourser la dette, ce qui est faux. Il dit aussi que cet argent sera reversé aux Américains sous forme de chèques de $2000. Mais c'est leur propre argent. C'est une taxe sur la consommation que les Américains payent au gouvernement par le biais des droits de douane. La Chine n'a pas payé ces taxes. Trump prétend donc qu'il va rendre une partie de cet argent sous forme de chèque. Mais va-t-il vraiment le rendre sous forme de chèque ou va-t-il l'utiliser pour rembourser la dette? Et dans son propre tweet, il se contredit complètement. On ne peut pas faire les deux à la fois. De plus, Trump n'a pas mentionné que ces énormes réductions d'impôts pour les riches et les entreprises ont également considérablement augmenté le déficit du gouvernement américain et par conséquent la dette publique américaine, bien plus que l'augmentation des recettes provenant des droits de douane. Donc, même si Trump ne distribue pas ses chèques, ce que nous verrons, car il a menti sur beaucoup de choses, je reste sceptique quant au fait qu'il les distribuera réellement. Mais même si, disons, il ne donne pas ses chèques, et que toutes les recettes des droits de douane servent à essayer de rembourser la dette, cela ne change rien, car l'augmentation du déficit et de la dette causée par les réductions d'impôts de Trump pour les riches, la grande et belle loi, sera plus importante que la diminution de la dette due aux recettes des droits de douane. Donc Trump ment sur tout cela. Un autre mensonge est cette idée selon laquelle les États-Unis se réindustrialisent. D'après les données officielles du gouvernement américain, les États-Unis ne se réindustrialisent pas. Si l'on regarde l'indice manufacturier ISM et l'emploi dans le secteur manufacturier, les deux sont en baisse. En ce qui concerne l'emploi manufacturier cette année, ironiquement, en janvier et février selon les données du gouvernement américain, il y a eu une légère augmentation des emplois dans l'industrie aux États-Unis. Mais depuis que Trump a imposé ses tarifs en avril, l'emploi manufacturier a fortement chuté, car de nombreuses entreprises ne veulent pas investir aux États-Unis, malgré les affirmations contraires de Trump, en raison de l'incertitude entourant les tarifs. J'ai vu tellement d'interviews de propriétaires d'entreprises qui disent « Je ne vais pas investir aux États-Unis, car nous ne savons pas quel sera le taux de droits de douane la semaine prochaine, encore moins dans un an. Construire une usine, investir dans toute cette formation de capital fixe, c'est quelque chose de complexe. Cela prend de nombreuses années. Si une entreprise décide de construire une usine, cela peut prendre 2 à 4 ans. Trump ne sera même plus président au moment où l'usine ouvrira. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec TSMC. Nous parlions de la guerre des semi-conducteurs. L'administration Biden offrait des milliards de dollars en soutien, subventions et allègements fiscaux à TSMC, cette entreprise de Taïwan qui fait partie de la Chine selon le droit international, mais ils essayent de l'implanter aux États-Unis. Ils ont donc commencé à construire ces usines en Arizona, dans le désert, et le projet a connu un retard considérable. Cela leur a pris plusieurs années. Il y avait une pénurie de travailleurs et ils ont eu de gros problèmes d'infrastructure. Donc je veux dire, Trump affirme que toute cette production manufacturière va revenir. Ce n'est objectivement pas le cas. Trump prétend qu'il pourrait peut-être y avoir potentiellement 20 000 milliards de dollars, un chiffre qu'il a simplement sorti de son chapeau de nulle part. Et Fox News invite simplement le président pour inventer des chiffres sans la moindre objection, bien sûr, parce que Fox News est essentiellement un média d'État. Et tout cela, c'est complètement faux. C'est un mensonge. Toutes les données indépendantes et objectives montrent exactement le contraire. C'est exactement l'inverse qui se produit. L'inflation augmente, les emplois manufacturiers diminuent, la production manufacturière baisse et les investissements ne se font pas.
Peut-être que des garanties ont été données par des pays étrangers dans le cadre de ces traités inégaux que Trump a imposés au Japon, à la Corée du Sud et à l'Europe. Ils ont dit qu'ils investiraient peut-être aux États-Unis, mais dire qu'ils le feront n'est pas la même chose que le faire réellement. Pendant ce temps, souvenez-vous de ce qui s'est passé avec cette entreprise automobile sud-coréenne aux États-Unis, qui a été perquisitionnée par l'ICE, l'usine Hyundai. Cela est devenu un énorme sujet en Corée du Sud. C'était une question de dignité nationale pour ces travailleurs sud-coréens, ces ingénieurs qui ont été humiliés par l'ICE. Ensuite, l'administration Trump a essayé de les convaincre de rester, et presque tous sont partis. Je crois qu'un seul travailleur sud-coréen a décidé de rester. Tous les autres ont voulu partir après avoir été humiliés de cette manière par l'ICE. Donc les affirmations de Trump sont complètement fausses. La seule chose qu'il a dite, je veux bien lui accorder ça, une chose qu'il a dite est vraie. Oui, le marché boursier est à des niveaux historiques. Il n'a pas mentionné que c'est parce qu'il existe actuellement la plus grande bulle de l'histoire du marché boursier américain, largement alimentée par la bulle de l'IA. Celle-ci est plus importante que la bulle des dot-com qui a éclaté en 2000. Elle est plus importante que la bulle qui a éclaté en 1929 et provoqué la Grande Dépression. Donc, Trump a raison sur ce point. Mais c'est toujours la même chose avec le gouvernement américain. Ces politiques profitent à Wall Street au détriment de Main Street. Ce que Trump fait exactement. Favoriser Wall Street au détriment de Main Street. Comme vous l'avez dit, il y a cette énorme bulle de l'IA. Même aujourd'hui, la guerre des tarifs fait encore hésiter les grands investisseurs à faire exactement ce que vous avez mentionné, investir aux États-Unis. Ils appellent cela le phénomène du Trump Dump. Le directeur d'A.G. Bell a déclaré que l'on observe une reprise des fonds mondiaux qui exclut les États-Unis. Beaucoup d'investisseurs particuliers achètent simplement des fonds mondiaux chaque mois. Et maintenant, ils choisissent ceux qui se tournent vers l'étranger pour leur exposition. On voit des gens découvrir ces fonds où l'on achète un fonds mondial qui exclut délibérément les États-Unis, ce qui leur permet d'obtenir une large exposition à différents pays, tout en excluant volontairement les États-Unis. Donc je veux dire, le fait d'exclure les États-Unis est revenu 3 fois dans une citation très courte. Cela semble être le phénomène. Et quand vous avez mentionné plus tôt la dette liée à la fabrication, eh bien, n'importe quelle personne ordinaire aux États-Unis peut regarder par la fenêtre ou demander à quelqu'un qui cherche un emploi en ce moment si la production manufacturière est en hausse. La plupart des gens vont répondre « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Aucun des emplois n'est dans le secteur manufacturier et l'emploi est en baisse aux États-Unis. Donc non seulement les tarifs douaniers étaient censés être une arme de politique étrangère, et ils ont échoué lamentablement, surtout vis-à-vis de la Chine, mais maintenant, ils échouent aussi et se retournent violemment contre les États-Unis. Et nous approchons des élections de mi-mandat. Qu'en pensez-vous? Oui, ce qui s'est passé aux États-Unis n'est pas forcément nouveau, mais c'est devenu si flagrant qu'il existe en réalité 2 économies distinctes. Certains appellent cela l'économie en forme de K. C'est devenu un terme populaire dans la presse financière. C'est comme un K. Si l'on regarde un graphique, la courbe monte pour les riches et descend pour tous les autres. Actuellement, aux États-Unis, 50% de toute la consommation est réalisée par les 10% les plus riches de la population. Et les dépenses de ce même groupe représentent 1/3 du PIB, selon Moody's Analytics. Cela a été rapporté dans le Wall Street Journal. 1/3 du PIB. Donc énormément de choses dépendent du maintien de cette bulle sur le marché boursier. En ce moment, 90% des actions aux États-Unis sont détenues par les 10% les plus riches de la population. 90%.
Si l'on regarde les 50% les plus pauvres de la population américaine, ils ne possèdent qu'un peu plus de 1% des actions. 1% détenus par 50%, 90% détenus par les 10% les plus riches. Il est donc clair que cette bulle profite aux riches et que les politiques du gouvernement américain visent à continuer d'alimenter ces bulles d'actifs, y compris la bulle boursière et la bulle immobilière. Cela inclut la proposition insensée de Trump d'instaurer un prêt hypothécaire sur 50 ans, dont on peut discuter, une politique aberrante qui profiterait en réalité aux banques et aux prêteurs, au détriment des familles américaines moyennes, qui devraient payer plus du double d'intérêt par rapport à un prêt sur 30 ans et resteraient endettés jusqu'à leur mort. Ce n'est pas une politique en faveur de la classe ouvrière, c'est une politique en faveur de Wall Street. En ce qui concerne l'idée de réduction des risques, il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, ce que nous avons observé cette année, en 2025, c'est la plus grande volatilité du dollar américain depuis plusieurs décennies, surtout au cours des premiers mois. En particulier, après la déclaration d'une guerre commerciale mondiale en avril, le dollar a chuté de 10% par rapport aux autres grandes devises. Maintenant, si la majeure partie de votre portefeuille est constituée d'actifs libellés en dollars américains, que vous n'êtes pas basé aux États-Unis et que vous n'avez pas de passifs en dollars, par exemple si vous êtes un fonds de pension, ou disons un fonds monétaire étranger, ou encore un gestionnaire d'actifs étrangers comme en Europe par exemple, et que vos passifs sont en euros, disons que vous êtes un fonds de pension européen et que vous devez verser chaque mois des pensions à des retraités en euros, mais que vous êtes largement investi dans ce type d'actifs à revenu fixe et que vous avez peut-être une certaine exposition aux actions américaines. Et pourtant, vous avez investi dans des actions et des obligations américaines. Même si les marchés boursiers obligataires américains n'ont pas chuté de manière significative, si le dollar baisse de 10% par rapport à l'euro, en réalité, il a même baissé davantage, peut-être autour de 15%, cela signifie que, même si vous gagnez de l'argent sur vos investissements en actions et obligations américaines, vous perdez probablement de l'argent, et à moins que ces rendements ne dépassent 20%, ce qui n'est pas le cas, surtout pour les obligations, vous obtenez 4% par an. Cela signifie donc que de nombreux pays, des investisseurs étrangers, affirment que simplement à cause du risque lié à l'exposition aux devises, ils réduisent leur exposition aux actifs libellés en dollars américains. Pas à 100%, et certainement pas complètement hors du marché boursier, car ils voient aussi cette énorme bulle dans le marché des actions dans lequel ils ont investi. Cependant, beaucoup d'entre eux commencent également à s'en inquiéter un peu. Le premier risque est donc celui de l'exposition aux devises. Le deuxième risque est celui du marché boursier. J'ai mentionné que le marché boursier américain est dans la plus grande bulle de son histoire, avec des valorisations insensées des grandes entreprises technologiques. Donc, les cours des actions sont très gonflés et de nombreux investisseurs étrangers disent que c'est trop risqué. Il pourrait y avoir une chute très sérieuse, voire un effondrement potentiel, une sorte de grande correction des prix des actions. Ils réduisent donc leur exposition au risque parce que c'est trop cher. Et puis, il faut ajouter un troisième risque, celui de l'effet Trump. Le fait que Trump pourrait se réveiller demain et annoncer une nouvelle politique folle qui pourrait à nouveau faire chuter fortement le dollar, ce qui pourrait provoquer l'effondrement du marché boursier. Qui sait même ce que Trump annoncera ensuite? Il y a donc plusieurs raisons pour lesquelles ces investisseurs étrangers réduisent leur prise de risque. Et nous parlons de personnes qui ne se préoccupent que de gagner de l'argent dans les pays occidentaux, sans même mentionner le risque géopolitique. Si vous êtes en Chine ou en Inde aujourd'hui,
qui fait face à des droits de douane de 50%, ou en Russie, ou vous savez, dans d'autres pays des BRICS qui craignent d'être les prochains à être sanctionnés par les États-Unis, leur réduction des risques est encore plus importante. Ils sont particulièrement inquiets lorsqu'on regarde la Chine. La Chine a un énorme excédent commercial. Elle dispose d'un grand nombre de dollars excédentaires. Auparavant, une grande partie de ces dollars servait à acheter de la dette publique américaine, des titres du Trésor américain, ce qui contribuait à soutenir le marché du Trésor américain et permettait au gouvernement des États-Unis d'emprunter à faible coût tout en accumulant des dettes de plus en plus importantes. Ainsi, la Chine, les investisseurs publics comme les investisseurs privés disent désormais « Eh bien, nous ne devrions pas acheter d'actifs américains, car demain, le gouvernement des États-Unis pourrait décider de saisir tous nos actifs, comme il l'a fait avec la Russie. » Il y a donc tellement de couches de risques qu'il ne vaut pas la peine de mettre tous ses œufs dans le panier américain. Si l'on regarde l'Empire américain, l'une de ses armes les plus puissantes est le système du dollar. L'armée américaine reste assez puissante, mais nous avons vu en Ukraine, dans la guerre par procuration, que le complexe militaro-industriel américain n'a pas été capable de vaincre la Russie, en inondant l'Ukraine d'armes produites presque entièrement par des sous-traitants militaires américains. Ces entreprises à but lucratif du complexe militaro-industriel n'ont pas réussi à vaincre la Russie. Donc oui, l'armée américaine est puissante, mais elle a ses limites. Cependant, la plus grande force de l'Empire américain, c'est le système du dollar, et le fait que les États-Unis jouent, dans l'économie mondiale, le rôle d'une sorte de banquier global. Ainsi, les capitalistes du monde entier avaient l'habitude de stocker une grande partie de leur richesse sous forme d'actifs américains, actions américaines, obligations américaines, immobilier américain, ce qui a également contribué à gonfler la bulle immobilière aux États-Unis et dans des endroits comme New York. Vous savez, des oligarques étrangers qui achètent des appartements vides juste pour les laisser là, mais c'est une manière de transformer leur monnaie locale en dollars, puis d'acheter un appartement de luxe à New York, en Floride ou ailleurs. Ainsi, de plus en plus, même ces personnes, ces oligarques et capitalistes étrangers, reconsidèrent cela. Pour diverses raisons, les investissements américains ne sont plus aussi attractifs qu'ils l'étaient par le passé. C'est un changement majeur. Et avec le temps, je ne dis pas que cela se produira du jour au lendemain, cela continuera d'éroder le pouvoir de l'Empire américain, son emprise sur le système financier international, à mesure que le dollar s'affaiblit. Il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais ce que nous observons, c'est un ordre financier plus multipolaire dans lequel le dollar n'est plus le seul acteur, et de nombreuses institutions financières internationales réduisent leur exposition aux États-Unis en général. L'administration Trump a très ouvertement combiné la guerre économique, les politiques de guerre économique comme les tarifs douaniers, les interdictions d'exportation et ainsi de suite, la guerre technologique, tout cela avec la sécurité nationale, de manière très explicite. Et voici Scott Bessent qui l'explique. Intervenir dès le début, puis à mesure que nous rééquilibrons, ce qui est l'objectif ici, ramener aux États-Unis des emplois manufacturiers bien rémunérés, cela finira par se transformer en recettes fiscales nationales. Vous savez, le président Trump a constamment défendu les travailleurs américains et nous voyons des milliers de milliards d'investissements aux États-Unis qui n'auraient pas eu lieu sans les tarifs douaniers. L'autre point, également, concerne l'autorité qu'il utilise, appelée IIPA. Et il a utilisé cette autorité d'urgence pour amener les Chinois à la table des négociations afin de stopper les précurseurs des drogues à base de fentanyl. Si des centaines de milliers d'Américains meurent chaque année à cause du fentanyl, et que cela ne constitue pas une urgence,
Alors qu'est-ce qui en est une? Le 8 octobre, la Chine a menacé d'imposer des contrôles à l'exportation sur les matériaux de terres rares. Il a pu menacer d'appliquer des droits de douane de 100%, et nous avons réussi à négocier pour éviter cela. Enfin, en ce qui concerne les droits de douane en général, nous concluons des accords commerciaux qui n'auraient pas été possibles auparavant. Nous étions à un point de bascule dans l'économie, dans notre balance commerciale, et nous rééquilibrons la situation avec succès. La menace, la Chine, le fentanyl, le rééquilibrage, tout cela concerne la sécurité des États-Unis. Et pourtant, rien de tout cela ne semblait vrai. Tout ce que tu as dit là ressemblait simplement à une nouvelle répétition de ce que tu as déjà réfuté ici. C'est très amusant d'entendre cela, parce qu'en gros, ce que Besson soutient, c'est que les États-Unis ont réalisé tous ces progrès en menant cette guerre commerciale contre la Chine. Ce qu'il ne mentionne pas, c'est que tous ces soi-disant progrès consistaient en réalité simplement à nous ramener au point de départ, avant que Trump ne lance cette nouvelle phase de la guerre commerciale avec la Chine. Par exemple, d'accord, voici la première affirmation de Besson. La Chine restreint l'exportation de matériaux pouvant être utilisés pour fabriquer du fentanyl. Mais la Chine avait déjà accepté de le faire. La Chine n'encourageait évidemment pas la production des produits chimiques précurseurs utilisés pour fabriquer du fentanyl. La Chine collaborait déjà avec les États-Unis sur ce point. Cela fait partie de ce mythe que vous entendez de la part de ces faucons déchaînés aux États-Unis, qui prétendent que la Chine veut aggraver la crise du fentanyl et la crise des opioïdes aux États-Unis. C'est complètement faux. Ce n'est donc en rien un gain. La Chine dit simplement qu'elle va faire quelque chose qu'elle faisait déjà. Trump fait cela constamment. Il déplace les objectifs, puis revendique la victoire parce qu'un autre pays a réaffirmé quelque chose qu'il faisait déjà. Il l'a fait de nombreuses fois avec le Mexique. Trump menace le Mexique, puis la présidente Claudia Sheinbaum déclare « D'accord, nous allons restreindre le fentanyl », ce qu'il faisait déjà, et ensuite Trump dit « Victoire ». Mais il faisait déjà cela. D'accord, donc ce n'est pas vraiment une victoire. Ensuite, Besson dit que la Chine a également menacé de restreindre l'exportation de terres rares vers les États-Unis. Mais pourquoi la Chine a-t-elle fait cela? Besson ne le mentionne pas. Il agit comme si la Chine avait simplement été agressive et avait soudainement décidé de restreindre les exportations de terres rares vers les États-Unis. La raison pour laquelle la Chine a fait cela, c'était en représailles à la guerre commerciale unilatérale menée par les États-Unis. C'était la manière pour la Chine de se défendre contre la guerre commerciale américaine. Donc Trump a massivement augmenté les droits de douane sur la Chine. Et ensuite, qu'a fait la Chine? Ils ont relevé les droits de douane au même niveau. Puis Trump a annoncé plusieurs formes de restrictions à l'exportation et a ajouté des entreprises chinoises à la liste des entités, ce qui constitue une forme de sanction. La Chine a répliqué avec des restrictions sur les terres rares. Ainsi, lorsque l'administration Trump a accepté de revenir à la case départ, de réduire ses droits de douane et de retirer ses entreprises chinoises de la liste des entités, comme la société mère de Nexperia qu'a fait la Chine, elle a annoncé qu'elle ne restreindrait plus l'exportation de terres rares. Nous sommes donc littéralement revenus à la situation initiale, avant que Trump n'intensifie cette guerre commerciale avec la Chine. Il n'a rien gagné du tout. Mais Besson essaie de présenter ce que la Chine a fait comme des concessions, sans mentionner que la Chine n'a fait que revenir à la situation antérieure. Je veux dire, c'est juste que, pour les gens ordinaires qui ne suivent pas ces questions de près, je peux comprendre pourquoi cela peut sembler convaincant, parce que les gens entendent ça et se disent « Oh, eh bien ça a du sens, la Chine a fait toutes ces concessions ».
Mais c'est parce que Trump et Besson ne précisent pas que ces soi-disant concessions étaient en réalité simplement la réponse de la Chine aux attaques des États-Unis. Les États-Unis ont mis fin à leurs attaques, donc la Chine a annulé l'action qu'elle avait entreprise en légitime défense. Une autre chose que Besson dit à ce sujet. Il dit que l'économie est en plein essor et qu'il va y avoir tous ces investissements. C'est objectivement pas vrai. En fait, il y a un graphique qui circule sur le Twitter financier et qui est très révélateur. Il montre qu'aux États-Unis, 80% des Américains vivent dans des zones de l'économie en récession. 80%. J'ai beaucoup parlé de la bulle de l'IA et de la bulle boursière. C'est vraiment la seule chose qui maintient l'économie américaine à flot. Car la manière dont le PIB est mesuré, c'est une mesure agrégée, n'est-ce pas? C'est le PIB de l'ensemble de l'économie américaine pour les 50 États. Mais dans de nombreux États, l'économie locale est en récession. En réalité, le Financial Times a rapporté qu'environ un tiers des États américains sont en récession ou proches de la récession. Donc oui, l'essor de l'intelligence artificielle entraîne de la croissance dans des endroits comme la Californie, où se trouve la Silicon Valley, ou le Texas, où l'on construit beaucoup de ces centres de données. Mais si vous êtes dans la Rust Belt, si vous êtes dans l'Ohio, vous vivez probablement une récession. Ainsi, l'administration Trump parle de la bonne santé supposée de l'économie, mais une fois de plus, les riches s'en sortent très bien. Si vous possédez des actions, vous vous en sortez très bien. C'est pourquoi 50% de la consommation aux États-Unis, de ces dépenses, proviennent des 10% les plus riches de la population. Mais la grande majorité des Américains de la classe ouvrière ne s'en sortent pas bien.